donc Lucille, je suis responsable marketing chez Progélis. Et puis mon collègue Julien, bonjour Julien. Bonjour Lucille. Qui est notre responsable sécurité donc chez Progélis, c'est l'expert du jour et qui tentera de répondre à vos questions et de vous faire une belle présentation, en tout cas sur ce sujet de la sécurité dans les établissements de santé. Alors l'agenda aujourd'hui, Julien? Oui, alors nous allons commencer effectivement par parler de la situation actuelle des systèmes d'information dans le milieu hospitalier. Après donc quelques solutions pour sécuriser donc le système d'information, notamment la sécurisation des accès avec une authentification forte ou des accès conditionnels. On le verra avec des outils comme MFA. Alors MFA pour les non-initiés, c'est... Voilà, c'est le multifactor authentication. Donc c'est un facteur additionnel. On va en reparler par la suite, mais voilà, un facteur d'authentification additionnel supplémentaire. Par la suite, on abordera du coup la protection de vos établissements contre tout ce qui est cyberattaque. Donc avec avec des outils comme on va dire comme la suite ATP, donc Advanced Threat Protection. On y reviendra par la suite. Enfin, donc, on verra aussi la partie sécurisation des appareils mobiles, qu'ils soient de votre propre propriété ou que ce soit des appareils personnels. Donc, on verra avec sur les téléphones mobiles, les tablettes. Donc, tout ça avec la solution Intune. Ok. Et enfin, donc, on terminera avec le chiffrement donc des informations confidentielles de vos établissements. Voilà, des solutions qu'on peut facilement mettre en place avec Azure Information Protection. Ok, donc du coup, ça nous fait 3 solutions qui seront présentées et ensuite un retour d'expérience client, c'est ça? Voilà, c'est ça. On s'attardera sur un petit retour d'expérience d'un centre hospitalier. C'est le CH Vinati, c'est ça? Tout à fait, également. Voilà, et puis on finira pour aller plus loin, donc ce sera défini par la suite. Ok, pas de souci. Eh bien, allons-y, c'est parti. La situation actuelle du coup des établissements de santé en termes de sécurité, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi le constat aujourd'hui sur cette sécurité? Alors le constat aujourd'hui, Lucille, effectivement, c'est l'augmentation et la diversité des attaques. On voit que les centres hospitaliers ne sont plus, font partie des entreprises qui sont piratées. On l'a remarqué, j'ai positionné quelques dates. Donc on a en 2016 par exemple au niveau du ministère des Affaires sociales et de la Santé, on a un retour d'information comme quoi près de 90% des attaques ransomware ont visé des établissements de santé dans le monde. Bien sûr, ça a un impact direct sur la sécurité des soins, et un impact bien entendu économique quand on demande des rançons pour rendre des postes de travail opérationnels ou des serveurs opérationnels. Par la suite, 2017, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Il y avait pas mal d'hôpitaux anglais qui avaient été paralysés par une cyberattaque. De la même façon, avec du ransomware. Alors, le ransomware pour les non-initiés? Alors, le ransomware, c'est le fait d'avoir, on va dire officiellement chiffrer un poste de travail ou un serveur et demander de l'argent pour le déchiffrer, tout simplement. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, tout simplement. Donc ça marche souvent avec des bitcoins pour pas qu'il y ait de traçabilité dessus. Mais voilà, le principe il est là. Par la suite, 2017, toujours 6000 postes qui ont été attaqués dans un hôpital de New York. Donc là c'est pareil. Après il y a des choix à faire. Soit effectivement vous payez la rançon sans être sûr que finalement votre poste ou votre serveur va être déchiffré. Ou alors vous avez des sauvegardes, vous pouvez vous permettre de repartir à zéro pour certains cas, et à partir de là, ça coûte un peu du temps et surtout de l'argent. Et enfin, un peu plus proche de chez nous, 2018, on va dire pareil, un virus qui s'est propagé dans un hôpital de l'Indiana. Ça a été maîtrisé assez rapidement, de l'ordre de la demi-journée, mais pendant ce temps-là, il y a eu des annulations d'actes chirurgicaux qui ont été mis, plus annulation de tout ce qui était pris en charge, de nouvelles arrivées par ambulance. Donc vraiment un dysfonctionnement et un coût pour le centre hospitalier. Et donc du coup une incapacité de fournir des soins pendant une période de temps. Exactement, ça a été décidé d'annuler toutes les nouvelles entrées et tous les actes qui devaient avoir lieu. Ok. Voilà, donc du coup, on n'a pas encore de scandale avéré comme ça en France pour le moment, mais voilà, il n'empêche qu'il faut continuer à veiller et continuer à se protéger. Ok.
Très bien, donc du coup, j'imagine que pour répondre à ces attaques, il y a des besoins, des éléments qui sont importants à avoir. Voilà. Alors par rapport effectivement, on a des attaques qui sont déjà très ciblées effectivement, mais parce que aussi on a les besoins des établissements de santé qui évoluent. On parle beaucoup actuellement de GHT, donc de regroupement de centres hospitaliers, pour effectivement partager des fichiers, pour partager des applications, le dossier patient. Donc c'est des choses actuelles. On a un besoin essentiel de travail collaboratif. Mais ce travail collaboratif-là doit être sécurisé un maximum. On peut pas au jour d'aujourd'hui prendre des photos avec son appareil personnel et le transférer avec on va dire des applications comme WhatsApp à d'autres personnels de l'établissement. C'est des choses que voilà, au jour d'aujourd'hui, il faut dire stop. Il y a des moyens de collaboration qui sont plus efficaces, mieux sécurisés, voilà, plus au point actuellement. Parce que ça, j'imagine, cette utilisation de WhatsApp ou d'autres applications de messagerie non sécurisées, c'est monnaie courante dans les établissements de santé, les médecins s'envoient des Voilà, textos. c'est un grand classique. C'est vrai que c'est facile. Beaucoup de gens l'ont sur leur smartphone. Ils ont les contacts à l'intérieur. On prend la photo, on envoie, le message est passé. Voilà, on passe à autre chose. Mais voilà, c'est des applications qui ne sont pas sécurisées. Donc voilà, faut arrêter avec ce moyen. Ok. Voilà, on a de plus en plus besoin de mobilité, que ça soit le personnel de l'établissement ou alors dans le cadre d'astreintes, par exemple, on pense souvent à des médecins ou carrément des changements, on visite d'autres établissements dans le cadre d'un GHT. On a besoin de mobilité, on a besoin d'avoir des informations en mobilité, donc du coup, on donne accès à ces informations, peu importe où on se situe, mais cela, ça doit se faire de manière sécurisée. Donc, on revient à de la gestion du device, on revient à de l'accès sécurisé, on revient à tout ça. Voilà. D'accord. C'est vrai que sur cette problématique d'astreinte, on pense souvent aux médecins, mais on a des clients qui nous ont sollicité aussi pour les astreintes informatiques sur différents hôpitaux qui étaient sur des territoires. Donc, cette logique de déplacement, elle est le quotidien des DSI, mais même des établissements hospitaliers, quoi. Oui, tout à fait, effectivement, Lucille. C'est vrai qu'on peut avoir de l'astreinte informatique, on peut avoir de l'astreinte électrique, électronique, enfin peu importe. On a ce besoin d'accéder à de l'information quotidiennement et peu importe où on se situe, ça peut être la journée comme la nuit. Ok. On retrouve aussi une partie, un besoin, alors après ça dépend certainement des établissements, mais d'utilisation de la biode. Alors la biode, tu vas te faire un plaisir de nous expliquer ce que c'est. Voilà, alors, la biode, effectivement, donc ça signifie bring your own device. Donc effectivement, c'est le fait d'apporter son propre matériel, son propre appareil, on va dire au boulot, on va dire. Donc ça, c'est dans le cas où l'établissement ne fournit pas forcément une flotte de téléphone. C'est ça, on a tous dans nos sociétés ou dans des sociétés qu'on connaît, des gens qui accèdent à leur messagerie ou à des données de l'entreprise via leur téléphone personnel. Donc l'objectif, c'est pas de contraindre cet accès, mais il est de le sécuriser. Voilà, il est de le sécuriser. Donc on verra les solutions qui peuvent exister pour améliorer le fait d'accéder à ces données, parce que l'objectif c'est quand même aussi de rendre la donnée accessible, mais ce de manière sécurisée. Voilà, l'objectif c'est de savoir où elles sont, à qui on les partage, à qui on les envoie. Voilà, c'est de la mobilité à l'état pur. Ok. Et enfin, donc, on parlera aussi, enfin les besoins vont se faire aussi sur l'utilisation des applications SaaS, donc comme l'est Office 365, donc des applications 100% cloud. Donc il y a un besoin aussi, alors on parle d'Office 365, mais il y en a d'autres. Donc il y a un besoin aussi d'accéder à ces applications-là, et pareil, de la même façon, de manière sécurisée. Ok. Nickel. Donc du coup là, on a vu les besoins, donc évidemment la mobilité, les astreintes, les différents devices, et qu'en est-il des solutions alors? Alors, donc on va parler d'une première solution, on va dire, on va parler d'un regroupement. Donc un des principaux objectifs, c'est la gestion des identités. Donc gérer ces identités, ces accès, donc son login, son mot de passe, et sécuriser donc ces identifiants. Donc des questions qu'on doit se poser, que des responsables informatiques doivent se poser. Voilà, j'en ai noté quelques-unes. Donc surtout sur voilà les accès, cette gestion d'identité. Donc qui accède?
qui accède à mon système d'information. Quel est son rôle? C'est un utilisateur standard, c'est un administrateur, c'est un utilisateur avec des pouvoirs, c'est un partenaire, c'est un prestataire. Voilà, donc il faut savoir qui accède, quel est son rôle. Est-ce que ce compte-là est compromis ou non? Est-ce que ces informations d'identification ont été divulguées quelque part? Des questions qu'on peut se poser légitimement parce qu'on fait confiance à cette personne-là et cette personne-là a accès à notre système d'information. Donc on peut se poser ce genre de questions. Par la suite, on peut demander aussi d'où l'utilisateur se connecte. Est-ce qu'il se connecte si c'est un prestataire depuis sa société, depuis chez lui, depuis carrément l'établissement de santé? À ce moment-là, par des techniques, est-ce qu'il utilise une IP connue, donc c'est-à-dire une IP, une adresse IP qui est identifiée en tant que telle par l'opérateur, qui a été distribuée à Progelis, par exemple. Donc on va savoir que la personne arrive bien de Progelis et pas d'une IP anonyme qui ne serait connue de personne. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. À ce moment-là, quelle application elle utilise pour accéder, alors on va dire à la messagerie, à un SharePoint, à un OneDrive? Est-ce qu'il utilise des applications qui sont estampillées Microsoft, des applications métiers, des applications qui sont sécurisées en tant que telles? Voilà, on peut se poser la question. Après, une fois qu'on a l'application, bon, on peut se dire que l'application est OK, on va dire. Est-ce que son appareil, son poste de travail, est-ce que lui, il est en bonne santé? Son poste de travail, mais aussi son téléphone. Est-ce qu'il n'y aurait pas un virus dessus? Est-ce que c'est un téléphone qui est managé ou non? Voilà, il y a pas mal de petites questions qui sur la sécurité et la gestion du device qui arrivent facilement. Et puis après, par la suite, au cœur de la conversation, j'imagine, que tu as avec tes clients. Exactement, Lucille, c'est tout à fait ça. Donc on a mes données, mais moi j'ai des données sensibles, moi j'ai des données patients, j'ai des données de numéro de sécurité sociale. Qu'est-ce que je fais? Comment je les protège? Comment je peux les gérer? Savoir où elles sont à un instant T. Voilà, c'est toutes des questions qu'on doit se poser, que les établissements se posent, et par la suite, donc, auxquelles on doit répondre, ou on doit mettre en place des outils pour y répondre. Ok. Et du coup, là, j'imagine que tu as un outil en tête à nous présenter. Oui, alors là, on va parler déjà de sécurité, donc de validation d'identité, et par la suite, on verra d'autres choses, effectivement. Okay. Donc, qui dit gestion et sécurisation des identités dit aussi ne pas avoir des multiples logins, des multiples mots de passe, parce qu'à partir du moment où on en a énormément, eh ben on les note. On les note dans un coin, on les note dans un post-it, on les note, je sais pas, sur un bloc-notes, sur son petit cahier à côté de son bureau, derrière son écran, enfin peu importe. On a déjà vu ce genre de pratique. Donc l'objectif, dans un premier temps, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un mécanisme de single sign-on, donc d'une authentification unique par mot de passe, pour se connecter donc du coup à plusieurs appareils ou plusieurs applications, et où d'ailleurs, avec un seul et même identifiant. Donc là, je me connecte en single sign-on, ça veut dire que sur plusieurs applications, j'ai un seul mot de passe à retenir. Voilà, exactement. Et souvent, ce mot de passe-là, c'est le mot de passe de l'ordinateur. On se log le matin, on s'authentifie sur son poste de travail et c'est le même login. Exactement. Et derrière, pour accéder à des applications SaaS, pour accéder à des applications métiers, on va retrouver le même login. D'accord, ok. Voilà. Et c'est transparent pour l'utilisateur, donc on n'a même pas besoin de se réauthentifier. Ça se fait de manière transparente. Ok, nickel. Voilà, donc ce mécanisme de synchronisation d'annuaire, donc quand je dis annuaire, c'est de gestion d'identité, peut se faire via l'Azure AD Connect. Donc on va faire une synchronisation de notre annuaire local, notre Active Directory local, dans l'Azure AD. Voilà, pour pouvoir derrière utiliser ces informations pour se connecter à différentes applications. Ok, très clair. Donc le SSO, voilà, on l'a dit, on unifie. Donc quelque part, on sécurise un peu son identité parce qu'on en retient un. Mais cependant, voilà, c'est pas encore sécurisé au maximum. Donc l'objectif, c'est de rajouter une surcouche, un second composant d'identification qui permettra donc d'augmenter cette sécurité. Donc c'est ce qu'on appelle le MFA, le Multi-Factor Authentication. Donc ça va être une sécurité avec un élément que vous possédez. Donc ça peut être, on pense souvent à un téléphone, mais voilà, pas que, et avec un élément qui vous concerne, particulièrement donc la biométrie. Ça peut être vos empreintes digitales, ça peut être un visage, ça peut être voilà, ce genre de choses. Donc c'est
Cette partie-là est très difficilement falsifiable. Donc à partir de ce moment-là, on augmente vraiment considérablement notre sécurité. Alors là, je vais poser la question un peu tendance. Est-ce qu'on peut le faire avec, par exemple, une Apple Watch, une montre connectée? Est-ce qu'on peut s'authentifier? Alors, Ça va aussi loin que ça ou pas encore? alors si on peut récupérer des informations d'un SMS avec un Apple Watch, pourquoi pas? On peut avoir l'information comme quoi il faut taper tel numéro pour se connecter. Voilà, D'accord, par ok. exemple. Donc, sur un téléphone, on peut avoir plusieurs manières de s'authentifier avec le MFA. On peut avoir un SMS, effectivement. On peut avoir une application qui nous donne un chiffre, un code. Voilà, on peut avoir des moyens complémentaires pour s'identifier. Ok. Donc là, on a un moyen pour avoir déjà et pas les oublier, mais surtout, au-delà de les oublier, les répartir sur post-it et autres papiers autour de nos bureaux, accessibles à n'importe qui pourrait rentrer dans le bâtiment. Et en plus, on a la possibilité d'avoir du coup une double authentification, enfin, du double, peut-être plus que deux, je sais pas. Oui, déjà deux, Déjà deux, voilà, c'est pas mal. on améliore. Avec un autre device, donc soit un téléphone, une tablette, éventuellement, ou autre chose. Voilà. Okay. Donc ce device, effectivement, il peut être de votre propriété ou la propriété de l'établissement. À voir après comment on solutionne cette partie-là. Et puis pour la volumétrie, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc du coup, par rapport à cette criticité sur notre identité, on a des outils complémentaires chez Microsoft, dont on va citer le nom, la Azure AD Identity Protection. Donc l'objectif là, il est assez simple, enfin assez simple, comme l'était sur la partie MFA, c'est encore rajouter une surcouche de sécurité sur notre identité. C'est-à-dire qu'on va avoir du machine learning Microsoft qui va apprendre un petit peu sur le web, sur le darknet, sur ce genre d'environnement, et qui va faire des analyses. Qui va faire des analyses par rapport à votre compte. Il va savoir si votre compte, si les informations de l'identification ont été divulguées. Si par exemple vous vous êtes authentifié en France le lundi matin et que le lundi à midi vous êtes en Chine, voilà, il va vous dire le voyage est impossible. Donc à ce moment-là, votre identifiant est risqué, votre identification est risquée. On va pouvoir avoir des informations sur l'adresse IP à partir de laquelle on se connecte. Si on est par exemple dans un cybercafé qui aurait été hacké, on va avoir ces informations de machine learning de la part de Microsoft. Et au fur et à mesure qu'on a ces informations-là, on peut affecter des couches de sécurité derrière. Donc si par exemple j'arrive à me connecter sur mon établissement hospitalier à partir de, je sais pas, de la Chine par exemple, j'ai mon identifiant, j'ai mon mot de passe. Par contre, j'arrive d'un emplacement qui est inconnu. On peut du coup par la suite ajouter une couche supplémentaire par rapport à ce type d'information. Voilà, une couche supplémentaire de sécurité. On peut bloquer l'accès à cette personne-là, par exemple. Exactement, on peut se dire tout ce qui vient de Chine, non, nous il n'y a personne qui vient de Chine, on le sait, on bloque. Quoi qu'il arrive, personne on bloque. Qui est en vacances, elle fera un petit message pour dire au final c'était moi. Voilà, exactement, on peut avoir ce genre d'informations. Donc voilà, l'objectif de cet outil, c'est vraiment par rapport à des événements, de gérer des connexions. Voilà. On peut se dire si c'est un événement risqué, on forcera l'accès avec un multifactor authentication. Ou alors, par exemple, si c'est vraiment, on est dans un niveau maximum de risque, on bloquera l'accès, tout simplement. Ok, très clair pour moi. Je crois qu'on a quelqu'un qui est en train de me taper une question. Et continue, et je t'interromprai avec plaisir pour te poser la question. Pas de souci. Alors, j'ai la question. Quel abonnement faut-il pour AADIP? Donc, pour la solution que tu viens juste de présenter. Alors, donc, ça sera une solution Azure, donc AD Premium. Sur la partie Identity Protection, ça sera certainement du P2, ce qu'on appelle le P2, le Premium, deuxième catégorie. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le P2, on l'expliquera après, n'hésitez pas. Si c'est pas clair, dites-nous-le et on rectifie. Donc, du coup, on a parlé de MFA, on a parlé d'identité. Avec l'Azure AD Premium, donc de premier niveau, on va dire, on a une partie accès conditionnel. Donc on nous offre, en tout cas on nous offre. En tout cas, on a cette possibilité d'utiliser l'accès conditionnel. Donc qu'est-ce que l'accès conditionnel? Du coup, c'est par rapport à une entrée, donc que ce soit un utilisateur, un device, une application ou autre, un point d'entrée. À ce moment-là, et par rapport au risque qu'il y a derrière, alors on nous donne l'accès ou non.
sur une application. Ça permet à l'utilisateur d'être productif, peu importe où il est, et en même temps protéger les ressources de la société. Donc on va retrouver un peu des définitions là-dessous, et puis je reviendrai derrière sur des petits exemples. Donc par exemple, je suis un utilisateur standard, je suis un utilisateur avec pouvoir. Forcément, on va regarder d'un peu plus près l'utilisateur avec pouvoir parce qu'il peut se connecter sur plus de choses, parce qu'il peut accéder certainement à des documents qui sont un peu plus sensibles. Donc voilà, on mettra peut-être la sécurité par rapport à des groupes qu'on aura créés en amont. Derrière, est-ce que j'ai accès à des applications sensibles? On pourra définir ce qu'est qu'une application sensible dans le milieu hospitalier. Derrière, j'accède depuis mon téléphone personnel et j'accède pas depuis mon PC de la société. Est-ce qu'on met le même niveau de sécurité sur ces deux appareils? À voir. Voilà. Après, bon, on parle d'emplacement. Si je suis à l'intérieur de l'établissement, à l'extérieur ou dans un établissement partenaire, on peut très bien imaginer ce cas-là. À partir de là, on peut identifier le risque au niveau de l'utilisateur. Il est bas, moyen ou élevé. Et le risque au niveau de la session de la même façon. Donc à ce moment-là, pas de risque. On donne l'accès à l'utilisateur depuis le device dans lequel il se trouve. On a un petit risque, on n'est pas sûr. Ou alors on a un utilisateur avec privilège et puis on aime bien du coup sécuriser cette partie-là. Donc on va demander une authentification supplémentaire pour être sûr qu'on est bien la bonne personne derrière le clavier, on va dire. Voilà. Après, on peut avoir des choses un peu plus risquées. Donc, à ce moment-là, on va demander qu'on réinitialise le mot de passe. Donc, on se connectera avec un nouveau mot de passe. Voilà, on peut avoir tout ce type de choses en fonction de conditions. Même, on peut aller jusqu'au device. Par exemple, on peut avoir un appareil perso, un appareil professionnel. On va sur notre SharePoint Online avec notre appareil professionnel, bon, on télécharge nos documents. On peut accéder à notre SharePoint Online depuis notre appareil perso, mais à ce moment-là, on peut très bien limiter le téléchargement. Donc du coup, on a accès qu'en lecture seule. Voilà, c'est des choses qu'on peut très bien mettre en place. Alors j'ai une petite question qui suit un petit peu la première question de tout à l'heure, c'était donc l'ADIP qui est donc l'identité protection, oui, qui est pris en charge, enfin compté dans le MS-E3. Le MS-E3. Alors je crois que c'est sur la partie E5, ça sera validé, mais je crois que c'est sur la partie E5. Ok, donc je note un petit retour à faire post-webinaire dans le mail pour confirmer que c'est bien sur la partie E5 et pas compris dans le E3. Ok. Voilà. Donc du coup, on peut passer à la suite. Donc un petit exemple par rapport à l'accès conditionnel, on en a évoqué un petit peu une partie, mais du coup, je suis un utilisateur, un personnel administratif, je fais partie du groupe les utilisateurs de l'hôpital par exemple, j'accède depuis un appareil mobile, mais qui est pourquoi pas propriété de l'hôpital, j'accède depuis Lyon, je me suis signé à Lyon il y a quelques heures, tout va bien. Mon appareil, il est patché, il est en bonne santé, c'est un appareil qui est managé. Voilà, à partir de ce moment-là, mon risque est faible. J'accède à une application qui est non sensible, en tout cas définition non sensible, donc gestion de temps, gestion de tickets, note de frais, par exemple, gestion d'astreinte, pourquoi pas. J'accède à mon application, sans aucun problème. On nous donne l'accès. Derrière, autre cas, je suis alors mon rôle, voilà, je suis un médecin, un utilisateur avec pouvoir parce que j'ai accès à des données sensibles. J'accède pareil depuis un appareil mobile, depuis Lyon. Mon appareil est en bonne santé, tout va bien. Mon niveau de risque est assez bas. Par contre, je suis quand même un utilisateur avec pouvoir. Donc, je vais donner un petit accès, enfin, une petite sécurisation supplémentaire. Donc, je forcerai du MFA dessus, donc du Multi-Factor Authentication, pour accéder à mon application, donc dite sensible, ou parce que j'accède à des données sensibles, donc des dossiers patients, des informations peut-être sensibles sur la santé, etc., etc. Oui, après, est-ce que c'est à chaque établissement de faire un petit peu le tri entre les applications qui sont considérées comme sensibles voilà, et celles qui le sont un peu moins? Oui, tout à fait, Lucille. Donc voilà, il va falloir identifier un petit peu ces applications. Voilà. Alors que ce soit des applications, on va dire en SaaS, donc dans le cloud, totalement dans le cloud, ou alors certaines applications qui soient en local, en on-premise, comme on dit. Voilà. Il va falloir identifier un petit peu ça et dire, bon, j'ai une application sensible, je suis un utilisateur sensible ou avec pouvoir.
voilà, on va peut-être relever un peu le degré de sécurité. Ok, très clair. Donc, j'ai un autre petit exemple. Là, pareil, on reparle toujours d'un médecin, pourquoi pas, qui fait partie du groupe des utilisateurs de l'hôpital. Par contre, de l'hôpital du moins. Par contre, là, j'arrive depuis une adresse IP qui est anonymisée, c'est-à-dire que j'ai pas eu d'informations sur cette adresse IP-là, je sais pas à qui elle appartient, et j'arrive de Chine, enfin d'Asie, on va dire, pas de Chine. Voilà, donc c'est un emplacement non habituel pour cet utilisateur-là. Donc là, le niveau de risque est très élevé. À ce moment-là, je bloque l'accès et je demande un reset de mot de passe à l'utilisateur. Voilà. Qui permettra par la suite donc de voir certainement que ces identifiants ont été dérobés et de pouvoir se réauthentifier avec un nouveau mot de passe. Ok. Donc là, on va passer sur la deuxième solution que tu voulais nous présenter aujourd'hui, qui est du coup ATP, donc Advanced Threat Protection, exactement. On essaye de faire le meilleur accent possible, c'est pas toujours gagné. Donc c'est une suite, on va dire c'est une suite Microsoft. Donc ATP, c'est un regroupement d'outils dont font partie Office 365 ATP. Donc là, c'est plus de la gestion, on va dire, au niveau de la messagerie, des pièces jointes, voilà. Des pièces jointes, des liens. Exactement. Okay. Donc ça, je vais pas vous en parler aujourd'hui. On va retrouver par contre deux autres outils assez complémentaires qui sont Azure ATP et Windows Defender ATP. Donc, ils font partie on va dire, de cette trilogie ATP. Et là, du coup, j'anticipe un peu, en termes de package EMS, on est sur le 3 ou le 5 aussi? Alors là, on va avoir une partie Azure ATP, donc qui devrait être dans la partie E5 de mémoire, oui. Ah oui, parce qu'on a une partie, pour ceux qui connaissent, on a une partie ATA, donc Advanced Threat Analytics, qui est son pendant, mais dans Azure. Et avec EMS E3, on a la partie ATA, qui est une solution purement on-premise, qui va répondre exactement aux mêmes besoins. Et Azure ATP, c'est avec de l'E5, mais c'est une solution qui sera full cloud. Ok, très bien. Et pour Windows Defender ATP, c'est des licences entreprises Windows 10 Entreprise E5. Ok, merci. Alors du coup, là, tu as encore des petites questions qu'il faut se poser avant de mettre en place ce type de solution. Voilà, effectivement. Voilà. D'autres questions qu'on peut se poser au sein d'un établissement hospitalier. Donc, comment détecter des identifiants qui ont été compromis, des attaques de type mouvement latéral. Alors, qu'est-ce que c'est que les attaques de type mouvement latéral? Tu m'intéresses. Alors, donc effectivement, c'est un nom un petit peu barbare, mais l'objectif de ce type d'attaque, c'est de prendre le contrôle sur un appareil. Et à ce moment-là, comme dans pas mal d'établissements, on a un administrateur local qui est souvent le même d'un poste à un autre, d'un PC à un autre. Donc du coup, à partir de là, on peut rebondir de poste en poste, d'où ce mouvement latéral, et donc de hacker au fur et à mesure chaque poste vers lequel on se dirige. Ok. Voilà. C'est clair. Donc du coup, effectivement, donc ce mouvement latéral. Sinon, comment protéger du coup le poste de manière performante, le poste de travail, ça c'est vraiment un point clé, un point essentiel. Peu importe où il se trouve d'ailleurs, si c'est une personne en mobilité qui peut travailler de chez lui ou depuis le centre hospitalier. Est-ce que les solutions donc de sécurité basées sur des règles, style pare-feu, suffisent-elles? Comment puis-je remédier en temps réel, de manière automatique à une menace sur mon poste de travail? Voilà. C'est des questions qu'on peut se poser, pour certaines qu'on doit se poser, et des outils de Microsoft permettent de répondre à pas mal d'entre elles. Là, on va parler du coup de la partie donc Azure ATP, donc qui est, je le répète, mais la partie ATA, donc avec une solution totalement on-premise qui fait partie de la suite MS3. Voilà. Donc par exemple, je suis un utilisateur, on m'envoie un mail, donc un phishing, donc avec un lien ou une pièce jointe à exécuter. J'utilise cette pièce jointe, je clique. Moi, je clique, je te le dis. C'est bon, je clique. Donc voilà, on peut dire qu'au bout d'un moment, donc ça dépend des attaques, mais on peut avoir du coup notre compte qui soit compromis, voire même notre poste.
Donc les données peuvent très bien, peuvent très bien partir dans le cloud. On peut très bien aussi, comme je l'ai dit, l'attaque de mouvement latéral, essayer de se connecter parce qu'on aurait réussi à hacker un poste, se connecter sur les petits voisins pour récupérer encore plus de comptes et de mots de passe. Et à ce moment-là, on commence à avoir des informations et pourquoi pas des comptes à privilèges. Juste pour rappel, non, il faut ne pas se connecter, il ne faut pas se connecter sur son poste de travail avec des comptes avec pouvoir et le faire par la suite de sa session. Voilà, pour éviter ce genre de problématique. Donc une fois, mettons qu'on a réussi à avoir un compte avec pouvoir, on a plus d'accès, à des données sensibles et donc on peut dérober des informations. Ok. Donc tous ces comportements sont anormaux. Donc Azure ATP effectivement c'est un outil de gestion du comportement. Ce qu'il faut voir c'est que une fois qu'on met en place l'outil, il y a une période d'apprentissage de l'utilisation des personnes, comment elles se connectent, qu'est-ce qu'elles font au quotidien, si elles se connectent sur tel serveur, si elles utilisent telle donnée. Et à partir de ça, la machine apprend. Et au moment où effectivement ça commence à l'utilisateur X ou lambda se connecte sur une dizaine de serveurs sur lesquels il n'avait pas l'habitude de se connecter, on va avoir une alerte. C'est un outil d'alerting. Ça ne résout pas Azure Advanced Threat Protection, prévention. Ça alerte. Ça alerte par rapport à des comportements jugés suspicieux. Donc il se passe un truc bizarre, bam, il nous alerte. C'est ça. On est alerté. Alors derrière, il y a toute une partie de best practice. Vous avez reçu ce type d'attaque, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et des recommandations. Voilà, on a des recommandations, mais l'outil n'est pas fait pour résoudre, il est fait vraiment pour alerter. Ok. Et pour résoudre, alors est-ce qu'on a quelque chose? Alors pour résoudre, on va avoir les best practices, je sais pas, par exemple sur le fait qu'un compte avec pouvoir a été trouvé sur tel et tel poste, se dire qu'effectivement on a laissé traîner un compte administrateur sur un poste et que voilà, après c'est de la prévention qu'on met derrière, mais on peut avoir déjà ce genre d'informations. Ok. L'autre outil sur la partie ATP, c'est Windows Defender. Donc Windows Defender ATP, donc on va dire qu'il s'interconnecte, mais pas que, avec Windows Defender. Si on a Windows Defender, tant mieux, on peut aller encore plus loin avec cet outil, mais on peut très bien utiliser Windows Defender ATP sans utiliser d'antivirus Windows Defender. On peut utiliser Kaspersky ou autre. Donc Windows Defender ATP, c'est une solution qui est, on va dire, préexistante dans la partie Windows 10. On va dire toute la couche sécurité est présente dans cet OS-là. Et Windows Defender ATP, c'est juste le fait d'activer ces mécanismes de sécurité sur le poste de travail. Donc le gros avantage d'une solution comme celle-là, c'est que on n'a pas de déploiement d'agents supplémentaires à faire. Ce sont juste des règles à activer qui sont déjà présentes, on va dire qu'elles sont endormies ou cachées. Donc pas de surcoût au niveau du déploiement. On n'a pas de déploiement d'agents à pousser via une solution comme STCM par exemple. Par contre, on poussera via STCM des stratégies, des politiques de sécurité pour cette solution-là. L'avantage aussi, c'est que du coup c'est invisible aux utilisateurs. Il n'y a pas de dégradation de performance qui ont été notées par rapport à la mise en place de cette solution-là. Et donc, le fait d'augmenter la sécurité sur le poste de travail lui-même. Donc là, par exemple, ma DSI met en place Windows Defender ATP. De mon côté, j'utilise mon PC, ça ne me change rien, je ne vois pas la différence. Exactement, voilà. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, donc il n'y a pas de risque d'avoir des écrans bleus parce que la solution est pré-intégrée au poste de travail. En tout cas, pas à cause de ça. Exactement, pas à cause de ça, tout à fait. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est protégé à l'intérieur ou à l'extérieur de la société. C'est quelque chose qui est sur le poste de travail. Qui nous suit avec nous, quoi, avec notre poste. Tout à fait, Lucie. Voilà. Donc c'est pour répondre à toutes les attaques, style malware, phishing, ransomware, etc., etc. L'avantage de cette solution-là, comme ses concurrentes, on peut dire, mais c'est qu'il y a une communication qui est faite avec le cloud en temps réel. Donc, on va dire toute la partie analyse, protection, renseignement, machine learning, toutes ces solutions-là arrivent du cloud, et à partir de là, l'effort, du coup, il est plus fait sur le poste de travail, il est fait sur le cloud. Et on apporte tout de suite des réponses très rapides avec cette communication-là.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des protections nouvelle génération. C'est on protège notre poste de travail avec une communication du cloud. Et ça, donc, du coup, à partir du moment où mon établissement est sous Windows 10, c'est intégré dedans? Ou c'est une option à activer? Comment ça fonctionne? Donc après, c'est des licences à prendre et à partir de là, les outils, donc, comme j'ai dit, sont pré-inscrits enfin, sur le poste de travail. Ils sont juste à démarrer, on va dire. Voilà. D'accord. Et poste par poste, ou on peut le faire centralisé? Non, après, on peut le faire de manière centralisée, donc avec des outils comme STTM, Intune, PowerShell, voilà, ce genre de choses. D'accord, c'est possible. Ok, super. N'hésitez pas, hein, j'en profite pendant que Julien reprend son souffle une petite seconde avant de passer à la suite. Du coup, la gestion des appareils mobiles sur Intune. Si vous avez des questions, à nous les mettre dans le chat en bas à gauche de votre écran et on se fait un plaisir d'y répondre. Du coup, la gestion des appareils mobiles. Alors là, voilà, de plus en plus, que ce soit effectivement des centres hospitaliers, des administrations ou des entreprises, on va dire industrielles, voilà, c'est un besoin pour tout le monde. Gérer les devices mobiles, que ce soit des tablettes, que ce soit des téléphones, et gérer les applications qui vont avec. Donc Microsoft propose son MDM ou son EMM, donc cette gestion de flotte mobile, on va dire, qui se nomme du coup Intune, à ne pas confondre avec iTunes, voilà, comme, comme pas mal de gens nous l'ont dit. Du coup, l'objectif effectivement, c'est donc de gérer le périphérique par lequel on se connecte. Donc, comment on le maîtrise? En cas de perte ou de vol de matériel, est-ce que mes données sont encore protégées? Qu'est-ce que je peux faire? Comment supprimer uniquement les données de l'établissement? Donc là, c'est orienté BIOD sur un périphérique mobile. Donc BIOD, Bring Your Own Device. Exactement. Ton propre appareil, tout à fait. Voilà. Donc, comment je peux faire en cas de départ de l'utilisateur? Voilà. Est-ce que toutes les données d'entreprise vont être supprimées de son téléphone, par exemple? Comment je donne du coup accès? Ma messagerie. Quand on dit application, ça peut être la messagerie, ça peut être un OneDrive, un Teams ou ce genre de choses, donc de manière sécurisée. Par la suite, on essaye aussi d'être un petit peu proactif, donc comment je déploie un réseau Wi-Fi tout de suite sur mon téléphone pour éviter que je passe au service informatique et dire vous pouvez pas me rajouter le réseau Wi-Fi et me le connecter, ou au contraire mon profil de messagerie. Voilà, je peux déjà avoir mon profil de messagerie qui soit préétabli et j'ai juste à rentrer mon mot de passe et à ce moment-là, je commence à pouvoir voilà. Et puis par la suite, on peut aussi aller un peu plus loin sur le fait de comment je peux moderniser, on va dire, le déploiement et la gestion de mes postes. Alors là, c'est plus orienté effectivement Windows 10 par contre. Et, voilà, vous verrez que on peut avoir d'autres moyens actuels pour déployer un poste. Ok. Donc Microsoft Intune, donc qu'est-ce qu'il sait faire? Donc on va dire que c'est un portail Azure, donc c'est une solution full cloud qui permet donc une gestion multiple des différentes devices, que ce soit Apple, que ce soit Android, que ce soit Windows. Donc ça permet de gérer, on va dire, à partir d'une seule application, toute notre flotte de périphériques mobiles. Ok. Voilà, donc la solution, comme j'en ai un petit peu parlé avant, mais permet un nettoyage partiel ou total des devices, voilà, par rapport à ce qu'on a besoin. Si c'est un déployer des stratégies de configuration, de conformité sur le device, sur l'appareil. Par conformité, on entend je suis conforme ou je suis pas conforme. À ce moment-là, j'ai accès ou j'ai pas accès à certains types d'applications ou de données. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent être très bien mises en place. Et derrière, on retrouvera notre partie accès conditionnel. Et puis derrière, déploiement d'applications, que ce soit à la demande ou obligatoire, des MSI, des EXE, des PowerShell, des applications du store, etc. Ok, très clair. Voilà, on peut rajouter aussi une petite partie, mais j'en parlerai par la suite. Une containerisation des données de l'établissement. On y reviendra sur la partie protection des informations. Ok. Et puis donc, comme je disais, une autre manière d'aborder le déploiement de Windows 10, d'appareils, de devices, c'est avec une solution qui s'appelle donc Windows Autopilot, qui fait partie du coup de la solution Microsoft Intune. Donc Autopilot, on va dire que c'est un process intégré à Microsoft Intune. C'est le moyen d'obtenir en fait un appareil avec une gestion moderne. C'est-à-dire on va pas dire s'amuser, mais on ne refait plus de master comme on entend
sur les postes de travail. Il n'y a plus d'effacement, de suppression de tout ce qu'il y avait sur notre disque dur. Moi, je vois bien que ça t'amusait quand même un petit peu. Donc voilà, du coup, c'est fini. On utilise effectivement le Windows 10 qui est présent sur l'appareil qu'on aura acheté. Et du coup, à ce moment-là, on déporte le travail donc du coup de l'administrateur sur l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur aura son poste de travail, il va se loguer, et à ce moment-là, on aura un découlement de tâches qui va arriver sur le poste. Donc à ce moment-là, on va mettre du script PowerShell, on va déployer des applications, on va déployer des accès, etc., etc. Et pendant ce temps-là, l'utilisateur attendra que ça se termine. Donc ça peut durer une demi-heure, un quart d'heure, ça dépend du nombre d'applicatifs qu'on pourra pousser sur le poste. Et une fois que le poste est prêt, il s'allume, l'utilisateur peut l'utiliser. Voilà. C'est un peu comme une mise à jour en fait. Quand j'allume mon PC, ça tourne pendant un quart d'heure, une demi-heure. C'est ça, ça marquait, attendez, on vous déploie vos applications, c'est bientôt terminé. Et à ce moment-là, on a un poste opérationnel qui ne sera jamais passé dans les mains de l'IT, du service informatique. D'accord, donc assez pratique quand même. Assez pratique. On va dire que voilà, pour du déploiement de périphériques, voilà, dans des petites agences, des choses comme ça, c'est très très bien. Okay. Et enfin, donc le dernier thème, c'est protéger les informations confidentielles, ou non d'ailleurs, mais avec AIP. Donc AIP, Azure Information Protection. Voilà, alors il y a des petites stats qui montrent qu'il y a à peu près 60% des employés qui ont partagé de manière accidentelle des données sensibles à une mauvaise personne. On s'est tous trompés de destinataire une fois ou deux. Voilà, exactement, Lucille. Donc voilà, c'est des informations qu'il faut quand même bien prendre en compte. Et à partir de là, se poser du coup les bonnes questions. Comment protéger ces données-là? Sur quel type d'appareil je les protège? Comment je fais si ces données-là sont dans des applications SaaS? Est-ce que je peux protéger ces données pour pas qu'elles partent à l'extérieur de mon établissement? Comment je peux les taguer, les labelliser comme étant sensibles? Donc toutes ces informations-là, voilà. Enfin toutes ces questions-là, faut se les poser. Ok. À partir de là, on peut avoir donc plusieurs options. On peut classifier, labelliser, protéger des données sensibles, donc qu'elles soient à l'intérieur de votre établissement, mais aussi à l'extérieur. À partir de là, avoir, on va dire, une meilleure visibilité de ces données, savoir où elles sont, pour pouvoir les protéger correctement. Et enfin, les protéger aussi sur nos appareils mobiles. Donc AIP, c'est quoi? AIP, donc c'est un outil basé donc sur le cloud pleinement. Enfin, on peut voir par rapport à d'autres besoins, mais on va dire de base c'est sur le cloud. Ça permet à un établissement de classifier sa donnée et pourquoi pas par la suite la protéger. Donc protéger un document, protéger un email, on applique derrière en appliquant des étiquettes. Par exemple, je vais avoir des données sensibles avec, je sais pas, les numéros de sécurité sociale de mes patients, de mes employés. On taguera ce document, on va dire hautement sensible ou patient, enfin peu importe. À ce moment-là, on peut très bien définir que parce que ce document est tagué hautement sensible ou patient, c'est un document qui n'est utilisable que par on va dire un groupe de personnes, tout simplement, par un groupe de personnes qui serait garant de cette information. Et à partir du moment où la donnée, elle est, alors si on bloque pas par exemple l'envoi de mail, cette donnée est envoyée à une personne à l'extérieur, en ouvrant ce document, on va lui demander une authentification. Et cette authentification, lui, il l'a pas. Il l'a pas parce qu'il fait pas partie du groupe qui est garant donc de ces données. Donc, il ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc, peu importe où est ce document, peu importe qu'il soit sur une clé USB, qu'il soit dans une messagerie, qu'il soit sur une application SaaS, si on si on fait pas partie du bon groupe capable d'utiliser ce document, on n'y a pas accès. Alors là, je posais la question bête, mais en ligne, hors ligne, avec ou sans Internet? Exactement. Tu t'es déconnecté, t'as mis le truc sur une clé USB, 15 jours plus tard, 3 ans plus tard. Voilà, tout à fait. Ouais, tu as besoin d'une authentification. Tout à fait, donc que ce soit sur un téléphone ou sur un poste de travail. L'avantage aussi, c'est qu'on peut très bien, donc cette solution marche avec des certificats, c'est qu'on peut très bien révoquer
du coup un certificat et du coup que le document soit perdu définitivement. Voilà, on n'en a plus besoin, donc plus personne ne pourra y avoir accès. Alors moi j'ai une question de la part d'une personne qui nous écoute. Est-ce que c'est ce qui remplace RMS? Alors, RMS fait partie d'AIP. Voilà, Un des composants. C'est un des composants d'AIP. Effectivement, ceux qui connaissent RMS connaissent déjà un petit peu la manière de procéder, mais effectivement, RMS fait partie intégralement de AIP, donc on peut retrouver un peu cette appellation-là aussi dans les documentations. Ok. Je reviens sur notre partie Intune, mais cette fois plus orientée protection donc de l'information. L'avantage avec une solution comme Intune, c'est aussi donc de sécuriser le périphérique, mais aussi la donnée avec des stratégies de protection d'application. Donc on a notre exemple ci-dessous, un utilisateur standard. Derrière, on a protégé, donc on va dire, on a protégé son application OneDrive, OneDrive for Business. Donc à partir du moment où il ouvre son OneDrive for Business, on va lui demander de rentrer un code PIN ou un code alphanumérique pour protéger en plus l'accès à cette application-là. Ça peut très bien aussi se déverrouiller par empreinte biométrique qu'on a sur les téléphones actuels. À partir de ce moment-là, la stratégie qui sera proposée, par exemple, peut être de limiter, d'empêcher le copier-coller ou l'enregistrer sous à voir par rapport aux différentes stratégies. Notre utilisateur édite un document qui est présent dans son OneDrive entreprise, il l'ouvre, il le modifie, et à ce moment-là, il peut le sauvegarder. Donc il va le sauvegarder vers, par exemple, son OneDrive Pro, un Dropbox ou un Box. À ce moment-là, la stratégie de protection dira qu'il ne peut pas l'enregistrer sur ce stockage-là. Il ne pourra l'enregistrer que sur un stockage qui est le OneDrive for Business proposé par le centre hospitalier. Donc déjà, on limite le fait de voir se balader l'information un peu partout sur des stockages qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être même sur le téléphone lui-même. Il ne pourra pas enregistrer cette donnée sur le téléphone lui-même. Il sera obligé de l'enregistrer sur le OneDrive d'entreprise. Voilà, donc on revient à Intune, mais là c'est plus pour orienté sur la protection de l'information. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour sur ces quatre aspects, donc la partie on va dire identité, Azure AD Premium, MFA, la partie ATP orientée plutôt Windows Defender et Azure ATP voire ATA pour ceux qui ont le NSE3 par exemple. Derrière donc la partie mobilité, Intune, gestion des informations, donc la partie AIP. Voilà. Là, on voudrait... Justement, je t'interromps, Julien, parce qu'on a une question. Est-ce qu'on nous demande si on est obligé, dans ce que tu viens juste d'expliquer, d'utiliser OneDrive, ou est-ce que ça peut être, j'imagine, hein, dites-moi si je me trompe, si j'imagine mal, mais où ça peut être un autre espace de stockage en ligne qui a été décidé par l'établissement de santé? Alors après, on va avoir de la protection, alors essentiellement sur la partie application Microsoft, donc c'est pour ça que je parlais OneDrive, mais on peut très bien, tout ce qui est application, on peut très bien utiliser ça sur Teams, voilà, c'est quand même très orienté Microsoft. On peut rajouter effectivement une couche supplémentaire de protection des applications, là où on a des données métiers ou des données patients. Voilà, ça peut être de la messagerie, ça peut être du Teams, ça peut être du SharePoint, ça peut être voilà. Mais c'est vrai que c'est orienté solution Microsoft. D'accord, donc oui, tu as tout sur une solution, ça n'a pas forcément fonctionné. Voilà. Ok, très bien. Et ben écoute, on est parti, retour d'expérience du CH de Vinatier, c'est la dernière partie de cette présentation. Allons-y, il nous reste 6 minutes. Alors assez simple, donc retour d'expérience sur la mise en place du MFA au CH Vinatier. Donc l'objectif effectivement c'était de donner un accès à un logiciel médical pour les médecins. Donc un logiciel qui serait proposé sur une ferme RDS, une gateway RDS. Donc c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, comme moi par exemple. Par exemple, donc c'est le fait effectivement d'accéder à des serveurs ou à des applications ou à des bureaux virtuels depuis n'importe où, que ce soit depuis son établissement ou depuis l'extérieur. Donc à ce moment-là, le médecin qui veut utiliser son application depuis chez lui, depuis on va dire un établissement partenaire, il se connecte sur sa ferme RDS. À ce moment-là, lui de son côté, il va pas voir la ferme RDS. Lui, il va se connecter sur une application, effectivement. Lui, il va ouvrir son application. Le mécanisme RDS, il est effectivement transparent pour lui, tout à fait.
Et à ce moment-là, on va lui demander d'avoir une authentification supplémentaire avec du MFA. À partir de là, il pourra accéder du coup à cette application. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place donc au sein de cet établissement. Les utilisateurs en sont plutôt contents. Oui, je crois on va peut-être passer rapidement sur la slide suivante. On avait quelques citations de clients qui expliquaient que c'est vrai que ça répondait bien à leurs besoins et aux préoccupations qu'ils avaient pu avoir. Pour l'utilisateur, c'est transparent. Ce que tu disais, il veut accéder. Tout à fait, lui, il va son mot de cliquer sur une passe. icône, Voilà. tout à fait. Il récupère son mot de passe ou son code, peu importe, sur un autre device. Donc, le client était assez content de ce système. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le CH Vinatier, c'est un hôpital ou un établissement psychiatrique de la région lyonnaise. Donc voilà, eux l'ont mis en place et en sont assez contents. Tout à fait, exactement, Lucien. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on a rajouté une petite citation pour dire qu'ils étaient contents de travailler avec nous. Pas s'en empêcher, c'est quand même toujours sympa quand ça se passe bien. Alors, du coup, peut-être pour aller un petit peu plus loin et clôturer ce webinaire, je vous invite, si vous avez des questions, encore une fois, à nous les poser. Il vous reste très peu de temps, mais on se fera un plaisir d'y répondre encore une fois. Donc, ce qu'on se disait et ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est que on vous a donné une petite visibilité sur ce qui est possible, ce qui est envisageable. Ce qui peut être bien et qui marche pour pas mal de nos clients, c'est de faire des POC, des proof of concept, et donc du coup d'essayer pour quelques temps sur quelques utilisateurs un peu cibles, une ou plusieurs des technologies qu'on vous a présentées aujourd'hui, MFA, ATP, Intune, AIP, avec un pilote sur une durée de 30 jours pour pouvoir vraiment goûter un petit peu à toutes ces fonctionnalités et voir si elles correspondent et elles répondent à votre besoin. Je crois qu'on a un peu plus de détails juste après. Voilà, en gros, ça se répartit sur quelques jours d'intervention réalisés par nos équipes ou nos équipes partenaires en fonction de la région dans laquelle vous vous situez. Mais voilà, on va avoir un premier jour avec l'initialisation, la configuration de la solution et puis le point avec vous pour voir comment ça se met en place, le déploiement, les rapports, les tests de fonctionnement, les tests de votre côté et puis au bout d'une trentaine de jours du premier mois, c'est comme ça que ça se passe, un bilan et des préconisations par nos équipes. Donc voilà, le POC ici est présenté avec une enveloppe forfaitaire de 2100 € pour les 3 jours, frais de déplacement à ajouter en fonction de où vous êtes. On voit si on peut réaliser la prestation à distance ou sur place. Et donc, du coup, voilà, c'est une possibilité. S'il y a une ou plusieurs des technologies qui ont été présentées aujourd'hui, qui vous intéressent, mais vous ne savez pas trop si ça peut correspondre, si ça répond à vos besoins, si ça rentre dans votre modèle de licensing, si c'est quelque chose qui est vraiment pour vous, on peut vous proposer un POC à ce tarif-là. OK. Pour la suite, du coup, voilà, qui est éligible pour ce programme? Donc, n'importe quel établissement de santé adhérent au marché de prestations Microsoft CIH, une personne qui veut faire un POC sur MFA, Intune, ATP ou AIP. Là, on propose justement d'ici à fin mai. Donc ça vous laisse, on est début avril, ça va être 2 bons mois pour voir comment vous voulez le faire. Évidemment, un petit peu de disponibilité de la part de vos équipes pour la réalisation du pilote. C'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, mais sur des projets ou même des POC comme ça, on a besoin que vos équipes soient là pour répondre, pour nous faire découvrir l'environnement. Julien en parlera peut-être un peu mieux que moi. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va passer vite, mais je pense que ça se comprend qu'il y a besoin d'un petit peu de temps. Il faut le savoir, le prévoir. Par contre, sur ce type de programme, on n'a pas de livrable précis, seulement un compte rendu d'intervention et puis du coup un bilan et des précaux sur compte rendu. Voilà, donc c'est tout pour ce programme. Je note qu'il y a une personne dans le chat qui voulait aller un petit peu plus loin. On reviendra vers vous sans souci. En attendant, le prochain webinaire des rendez-vous éthiques de la santé aura lieu en avril. La date n'est pas encore exacte, mais je pense que ce sera sur la dernière semaine. Et ce sera sur la mutualisation des services achats via SharePoint. Donc comment est-ce qu'on fait du stockage de documents mutualisés sur des services achats de plusieurs établissements d'un même GHT ou de plusieurs GHT ou de plusieurs établissements sans GHT. D'ailleurs, tout est possible. Tout à fait. Voilà, on espère avoir d'ici là un beau témoignage du CHU de Nice qui travaille avec nous sur cette partie-là et qu'on pourra vous présenter à cette occasion. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. On va donc pouvoir clore cette session. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous tous. Et bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions.